Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous avons un mardi de Stu devant public avec Stu Cadwell, chef mondial des placements chez RBC Gestion mondiale d'actifs, en direct devant un public que je qualifierais du meilleur groupe de planificateurs financiers de tout le pays, des PPR et des PFR. Nous avons même quelques banquiers privés parmi nous. Ceux-là sont très importants. Travaillez-vous parfois avec des banquiers privés, Stu? Pas personnellement, mais j'ai bien sûr collaboré avec plusieurs d'entre eux, oui. Vous devriez le faire. Après tout, vous êtes quelqu'un d'important. Vous pourriez certainement bénéficier d'un service de ce niveau. Je pense que c'est l'occasion pour certains banquiers privés, Jennifer, d'appeler Stu Cadwell pour qu'ils aient un nouveau client de qualité. C'est intéressant quand vous parlez du meilleur groupe, ça me rappelle mon beau-père. Il avait 3 filles et il disait souvent à ma future femme, tu es ma Candice préférée. Disons que ce sont les meilleurs planificateurs financiers de Colombie-Britannique. Nous avons la chance d'avoir les meilleurs partout dans le pays. Oui, nous avons cette chance. Sans blague, c'est un groupe de personnes formidables. Et ce que nous aimons, c'est tout, nous avons l'occasion de travailler avec des conseillers tout le temps. Et je suis toujours impressionné. Les gens vont dire, oui, vous travaillez pour une banque, mais c'est impersonnel et tout ce qui vous importe, c'est de faire l'argent. Mais moi, je passe du temps avec ces conseillers depuis maintenant 26 ans que j'occupe ce poste et je suis toujours impressionné par l'attention que les conseillers portent à leurs clients. Les outils, les informations et le travail qu'ils ont accompli toute leur vie pour devenir de véritables professionnels de leur métier, la planification financière et le conseil en placement. C'est comme un médecin. Pensez à tout ce qu'un médecin doit faire tout au long de sa carrière et à la nécessité de se tenir au courant de tout ce qui change constamment dans un monde en évolution rapide. Et ces conseillers financiers font exactement cela. Ils sont au fait de tout ce qui se passe. Et ce n'est pas facile quand on doit concilier sa vie personnelle et toutes les autres choses que nous devons gérer dans le monde aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas comme s'il ne se passait rien dans le monde. C'est toujours impressionnant. Alors, félicitations à vous tous et félicitations à tous les clients qui vous suivent, car vous êtes formidables. Merci. Bon, c'est moi qui vais vous applaudir si vous ne le faites pas vous-même. George Tsamis est toujours lent à applaudir, ça je le savais, mais je ne m'attendais pas à ce que le reste de la bande fasse pareil. Et je ne dis pas ça juste pour vous flatter. Je pense vraiment ce que je dis. Je suis sorti avec un groupe de clients hier soir dans la banlieue de Vancouver et j'ai passé d'ailleurs une excellente soirée. Il y avait d'excellents planificateurs dans la salle. Nous en avons quelques-uns ici à notre table et nous avons vraiment passé un moment merveilleux. Nous avons dû passer 3 à 4 heures à faire le point, rassembler toutes les informations, à prendre des rendez-vous, à nous préparer et à apporter des ajustements subtils ou simplement à maintenir le cap du plan financier. Encore une fois, ce que fait ce groupe est vraiment impressionnant et je sais que vous, Stu, vous y croyez fermement. Vous suivez les banques canadiennes depuis de nombreuses années, tout ce qui se passe dans le domaine de la gestion de patrimoine au sein du secteur bancaire canadien. C'est assez impressionnant. Le développement de ce secteur en termes de capacité à fournir quotidiennement des conseils de classe mondiale aux clients. Sans aucun doute, oui. C'est vraiment impressionnant à voir au fil du temps. Les relations sont tout simplement essentielles, tant pour les clients que pour la banque. Mais la profondeur des échanges entre les conseillers et leurs clients, ainsi que la confiance que ces derniers leur accordent, crée une véritable symbiose avec le gestionnaire d'actifs. Beaucoup de gestionnaires d'actifs, lorsqu'un client achète l'un de leurs fonds, ne s'engagent que pour 2 ou 3 ans. Chez GMA, au sein de Select, nous conservons les fonds pendant 12 ans. Du coup, le gestionnaire d'actifs peut prendre des décisions différemment de ce que doivent faire certains gestionnaires de placement à plus court terme, ce qui relève d'autant plus la barre du succès. Ainsi, plus la durée de détention des fonds est longue, plus les chances de réussite sont grandes. Et quand je pense à la relation de planification financière, il y a 3 éléments dont vous discutez tout le temps avec vos clients. Le premier est la capacité à prendre des risques.
Celui-ci est assez mathématique, vous pouvez vous asseoir avec eux, discuter de leur âge, de leur argent. La capacité se situe à l'extrémité gauche du spectre, je dirais. Dans la plupart des cas, on peut déterminer correctement cette capacité. Vient ensuite la propension au risque, et quiconque a déjà été conseillé sait que cette propension n'est pas constante, elle fluctue, et c'est ce qui rend la relation si enrichissante. Et enfin, il y a l'attrait du risque. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. De nombreux facteurs ont influencé cette volonté. Il y a la confiance des consommateurs, il y a un marché immobilier déprimé dans certaines régions du Canada, il y a des guerres, il y a des droits de douane, il y a toutes sortes de choses. Il y a toujours eu, malheureusement, une raison au premier plan dans l'esprit des gens qui a affecté cette volonté. Il y a certaines zones qui sont très attractives et il y a des choses qui ne cessent de se développer. Je pense que la seule chose dont nous devons toujours nous souvenir en matière d'attractivité et de volonté, c'est que lorsque des inquiétudes refont surface, beaucoup de gens se concentrent également sur ces mêmes inquiétudes et sur la manière de s'assurer qu'elles se dissipent ou encore sur la manière de transformer ces inquiétudes en opportunités. On le voit au niveau du gouvernement, on le voit au niveau de la Banque centrale, on le voit au niveau des entreprises. Lorsqu'une préoccupation est au premier plan, eux s'inquiètent en fait des mêmes choses et mettent en place des plans pour tenter d'y remédier. Oui, vous avez soulevé un point très important au début, la question de l'horizon temporel et le fait que l'une des choses sur lesquelles les investisseurs doivent se concentrer, plutôt que de se focaliser de manière trop myope, je dirais, sur ce qui se passe dans le domaine commercial, par exemple, l'année dernière, ou sur la guerre en Iran, c'est de penser à plus long terme. Car lorsque l'on s'inscrit dans le long terme, la performance des actifs devient beaucoup plus régulière et ce que l'on souhaite, c'est un élément de croissance dans le portefeuille. Donc, encore une fois, la différence entre un client ou un gestionnaire de placement ayant un horizon de 3 ans par rapport à 12, en termes de pourcentage de période de 3 ans par rapport à celle de 12 ans, où les marchés sont en hausse, et de l'ampleur de cette hausse est considérable. Ainsi, lorsqu'on vous offre cette opportunité avec un horizon plus long, vous en tirez parti en tant qu'investisseur professionnel. Mais ce que je constate actuellement chez les investisseurs canadiens, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'ils sont trop focalisés sur le court terme. Je parle ici d'une personne de 45 ans qui a généralement été un investisseur équilibré tout au long de sa vie, 60% d'actions, 40% d'obligations, et qui détient des milliers de dollars, voire un pourcentage important de son portefeuille en liquidité, alors que les marchés continuent d'afficher d'excellentes performances. Et même si vous pensiez que le marché allait s'effondrer demain, c'est où il en sera dans 12 ans qui importe davantage. Pour une personne de 45 ans, où le marché en sera dans 45 ou 50 ans. Et c'est l'une des grandes différences entre un client conseillé et un client non conseillé. Car un client conseillé est beaucoup plus susceptible de comprendre la relation entre le temps et les rendements. Mais la plus grande différence réside dans la manière dont un gestionnaire de placement professionnel, comme vous et votre équipe, gérez cette opportunité dans une perspective à long terme par rapport à un investisseur lambda. Sans aucun doute. Et j'ai appris à mieux connaître certaines personnes, certains aspects de l'entreprise, les leviers disponibles au sein de Select pour atteindre ce type d'objectifs financiers sont impressionnants, tant l'éventail des expertises disponibles est vaste. Vous en saurez davantage aujourd'hui sur certains des changements que nous envisageons pour les portefeuilles Select, à mesure que ceux-ci continueront d'évoluer au fil du temps. Le mot changement est peut-être trop fort. Même lorsque nous parlons de ma succession de Dan, j'ai travaillé avec lui pendant près de 25 ans. Si j'avais eu une longue liste de choses que j'attendais de faire, cela aurait pris du temps. Ce type d'évolution constante, consistant à toujours examiner ce qui est nécessaire pour la tâche à accomplir, est quelque chose de très important pour GMA dans son ensemble. Et lorsque je visite nos différents bureaux à Hong Kong, dans les différentes juridictions, sur les différents marchés de la dette, c'est vraiment intéressant de voir tout cela se refléter sous la surface du portefeuille.
Et je pense que nous faisons un excellent travail sur une plateforme comme celle-ci pour essayer de mettre le portefeuille à nu. Je me souviens, pendant la crise financière, avoir fait une présentation à des clients et dire que le fonds de dividendes, c'est mon REER. Et quelqu'un m'a répondu, vous êtes fou. J'ai répondu que j'avais l'avantage de rencontrer les équipes de direction, le CPRAI ou le CN, ou quelle que soit l'entreprise. On voit les voies ferrées qui circulent juste à côté. Elles sont irremplaçables. C'était un véritable avantage pour ce client, une sorte de révélation de ce qui se passe à l'intérieur du fonds. Et il se passe tellement de choses au quotidien chez Select que nous allons continuer à mettre tout cela à nu. Eh bien, parlons-en du changement. Nous aimons le dire en plaisantant, nous avons connu une transition en douceur le 31 janvier, un moment historique qui est gravé dans nos mémoires chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Et donc, la première chose que vous avez faite, c'est de vous acheter de nouvelles chaussures. Elles sont superbes d'ailleurs, Stu. C'est un peu comme le ministre des Finances qui, lorsqu'il présente un nouveau budget, s'offre une nouvelle paire de chaussures. Est-ce une nouvelle paire que vous portez pour la première fois? Oui, c'est une nouvelle paire. Quand j'étais enfant, je devais cirer les chaussures de mon père. J'adore les chaussures bien cirées. Au fait, si vous souhaitez écouter certains des épisodes précédents, abonnez-vous à notre balado, quel que soit l'endroit. Nous sommes sur YouTube, comme vous pouvez probablement le voir si vous regardez cette vidéo en direct. Vous pouvez également donc nous suivre sur YouTube et vous pourrez ainsi découvrir tous les talents de Stu, notamment le lavage de vitres, l'entretien des pelouses, le déneigement et la fauconnerie. Il possède une grande expertise qu'il met au service de l'entreprise. Mais lorsque vous avez pris vos fonctions de chef des placements, quels ont été les premiers éléments que vous avez examinés? Comme vous avez travaillé avec Dan pendant si longtemps, ce n'était pas comme si vous alliez changer radicalement le cap après avoir suivi la même ligne pendant des années. Mais quels sont les éléments que vous avez examinés et pour lesquels vous vous êtes dit, voilà quelques points que je veux examiner ou m'assurer que tous les gestionnaires de placement à travers le monde comprennent clairement que c'est ainsi que nous allons aller de l'avant? Oui, c'est une excellente question. Dagmara et Sarah prendront également la parole aujourd'hui. Et je dirais qu'il n'y a pas eu de décision majeure au cours des 4 ou 5 dernières années à laquelle nous n'ayons pas tous participé d'une manière ou d'une autre. L'évolution de Select, c'est un processus qui est en cours et cela va se poursuivre. Quelques autres points, c'est un peu comme quand on étudie une entreprise. En tant que gestionnaire de portefeuille, je dois m'assurer de m'asseoir et étudier l'activité de GMA, ce dans quoi j'investis. C'est nécessaire. Je suis un grand fan des listes moi-même, des éléments constitutifs et de la décomposition des problèmes en parties gérables. Un gestionnaire d'actifs doit voir à 7 aspects. 4 d'entre eux relèvent de l'analyse. Éric Lasselle effectue des recherches économiques de haut en bas avec le soutien de son équipe. Il y a également beaucoup de ressources disponibles au sein de la Banque Royale. Et petite parenthèse, quand Gangnam Style était votre musique d'entrée, je travaillais avec Francis Donald la semaine dernière et Enter Sandman était sa musique d'entrée. On ne mettrait pas forcément en tête de liste Metallica pour une économiste en chef, disons, mais bon. Vous avez donc la recherche économique, vous avez la recherche fondamentale. Ainsi, dans tous nos sites, de Londres à Hong Kong, en passant par le Japon, Vancouver et Toronto, des personnes étudient les entreprises, rencontrent les dirigeants, formulent des analyses, des conclusions, des éléments susceptibles d'influencer l'évolution des cours boursiers. Ensuite, vous avez la recherche quantitative qui a été considérablement réorganisée ces 2 dernières années sous la direction de Jaco van der Walt. Il s'agit là de réorganiser le programme de recherche quantitative. C'est un peu comme lorsque vous rénovez votre maison. Vous avez des produits existants qui fonctionnent bien, il faut les conserver, mais vous devez réorganiser toutes vos données, réorganiser tous vos processus afin de pouvoir offrir plus que ce qui était proposé auparavant. Tout cela a donc été mis en place. Nous pouvons élargir cette offre. Traditionnellement, elle était très dominée par l'investissement à faible volatilité. Elle peut désormais s'étendre à des stratégies neutres par rapport au marché.
Nous disposons donc de stratégies neutres par rapport au marché mondial et au marché américain. Nous avons des stratégies de base. Et surtout, vous pouvez commencer à mettre en avant les résultats du modèle quantitatif pour tous vos investisseurs fondamentaux. Nous en parlerons dans un instant. La quatrième forme d'analyse est l'analyse technique. Certaines entreprises ont des avis mitigés. Quant à moi, je crois en l'analyse technique. L'analogie avec l'analyse technique, c'est comme si vous alliez au marché fermier et qu'il y ait une grande file d'attente à un stand et aucune file à un autre. Et vous vous demandez pourquoi. C'est ça l'analyse technique. C'est comme observer le marché et se demander pourquoi y a-t-il toute cette activité ici et aucune activité là-bas. Comment comparer ces deux situations? Il existe une excellente citation sur l'analyse technique qui est de Barton Biggs, ancien stratège chez Morgan Stanley. Il voulait devenir un meilleur sélectionneur de titres. Alors, il a commencé à assister aux réunions d'analyse technique. Puis, il a dit, l'analyse technique, c'est comme aller à la chasse. Vous emmenez votre chien, bien sûr, mais vous ne lui confiez pas le fusil. Ainsi, aucune décision n'est prise à la suite de l'analyse technique, mais celle-ci vous donne de très bonnes indications sur les secteurs du marché qui arrivent à maturité et peut-être ceux qui commencent à s'accélérer. Vous disposez donc de ces quatre types d'analyse. Vient ensuite la construction du portefeuille, c'est-à-dire la répartition des titres, puis vous avez l'analyse de scénarios de portefeuille et la gestion des risques. À quoi êtes-vous exposé maintenant que vous avez constitué votre portefeuille? Quels environnements seraient favorables au portefeuille? Qu'est-ce qui pourrait vous poser des difficultés? Comment devez-vous envisager tout cela? Et enfin, le septième élément est l'exécution, c'est-à-dire notre fonction de négociation. À Toronto, Vancouver, Hong Kong, Londres, partout où nous exerçons nos activités, y compris à Stamford dans le Connecticut, nous disposons d'une fonction de négociation. C'est formidable d'avoir une bonne idée, mais il faut l'intégrer au portefeuille. Voilà donc les 7 composantes qui doivent être présentes au sein de la gestion d'actifs. Ensuite, nous nous asseyons et réfléchissons à chaque composante, à la manière dont nous pouvons l'améliorer, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Et l'intelligence artificielle va toucher chacun de ces domaines. Il n'y a pas un seul secteur de notre entreprise qui ne sera pas concerné. Et nous avons été très occupés sur ce front. Tout d'abord, je dirais que ces 6 à 12 derniers mois dans le domaine de l'intelligence artificielle ont été comme des poules sans tête courant dans tous les sens. Nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de ceci, de cela, nous devons aller plus vite, encore plus vite. Ainsi, chaque investisseur de l'entreprise dispose désormais d'une variété d'outils, tant à l'interne qu'à l'externe, pour améliorer le processus décisionnel en place. La prochaine étape consiste à déterminer où nous allons vraiment miser, pour ainsi dire, sur l'avenir en termes de solutions exclusives à GMA, en collaboration avec Borealis, la branche d'intelligence artificielle de la banque, afin de mettre au point quelque chose qui, selon nous, aidera réellement tous les portefeuilles. Et pour nous, il s'agit du groupe de recherche quantitative. Nous pensons donc que la convergence entre la recherche fondamentale et la recherche quantitative sera tout à fait significative. Et nous pensons que cela profitera à la performance de tous nos fonds, pas seulement des fonds quantitatifs. Historiquement, un modèle quantitatif ne traitait que des données de marché, l'évolution des cours, les états financiers, les valorisations. À l'avenir, il intégrera des vidéos de YouTube, des balados, des transcriptions d'experts network, des présentations d'entreprises, des réseaux sociaux, toutes sortes d'éléments qui entreront dans la méthodologie de notation. Et la raison pour laquelle cela est très important est qu'aujourd'hui déjà, dans notre modèle quantitatif tel qu'il a été remanié, le premier quintile d'action surpasse le deuxième quintile, le troisième quintile, le quatrième quintile et le cinquième quintile. Ainsi, si vous pouvez remettre le cinquième quintile d'action à un gestionnaire de portefeuille en lui disant les chances que celle-ci affiche des mauvaises performances sont élevées, mais vous avez déjà contribué à améliorer ces portefeuilles. Mais si nous parvenons à améliorer la durabilité, la performance de ces scores en combinant ces deux ensembles de données avec l'intelligence artificielle, nous pensons que cela sera vraiment important. Oui, c'est vraiment un point important, qu'il s'agisse de gestion de placement et de la manière dont vous intégrez l'IA et sa puissance dans votre façon de travailler et de gérer des portefeuilles sur plusieurs fronts.
Mais on pourrait en dire autant des planificateurs financiers et des conseillers. L'idée est la même. Ces outils vont être là et ils ne sont pas seulement entre vos mains. N'oubliez pas, ils sont aussi entre les mains de vos clients. Ces outils sont accessibles à tous, ils vont se multiplier et seront de plus en plus utilisés par de plus en plus de gens. Et ce qui va vous différencier, ce n'est pas seulement l'accès à ces informations et aux données d'analyse avec les résultats qu'elles vous fourniront, mais la manière dont vous les interprétez et dont vous les mettez en pratique de manière humaine. C'est l'interaction entre l'humain et la machine qui, en fin de compte, fera la différence. L'un des meilleurs exemples où l'IA est aujourd'hui largement utilisée est le secteur de la santé. Un Claude ou un chat GPT peut lire tous les manuels médicaux jamais écrits et toutes les données disponibles sur Internet concernant la médecine, puis les mettre en avant. Mais vous avez ensuite une personne confrontée à un problème de santé qui ressent de la nervosité, de la peur, de l'anxiété quant à ce que cela signifie pour elle et pour sa famille. Et c'est un être humain qui prend des informations et les partage avec le patient d'une manière qui aide à élaborer un plan. C'est la psychologie, l'attention, le contact, l'empathie. Il est probable qu'un ordinateur ne sera jamais capable de faire cela. Alors, l'outil est donc formidable et vous aide simplement à faire plus de choses plus rapidement, mais vous continuez de vous appuyer sur l'expertise des gestionnaires de placement pour prendre ces décisions finales. Oui, tout à fait. Votre analogie est excellente. Dans tous les cas, adopter la technologie va améliorer le résultat final et rendre les gens plus productifs. La seule chose qui change aussi indéniablement à travers cela, c'est la rapidité et la marge de manœuvre dans la prise de décision. C'est pourquoi je pense que ces 7 catégories sont si importantes. Nous n'avons pas de session sur la salle des marchés lorsque nous organisons ces tournées de présentation, mais nous devrions probablement en avoir une car il s'agit de savoir comment nous allons faire les choses. Allons-nous négocier l'action telle qu'elle? Allons-nous utiliser un produit dérivé? Comment repositionner ou déterminer la même exposition? Ce sont là aussi des compétences essentielles. La vitesse d'assimilation de l'information augmente considérablement et c'est ce que vous faites une fois l'information assimilée qui fait vraiment la différence. Alors, Stu, parlons des portefeuilles Select. Depuis le début de cette balado, notre objectif a toujours été clair. Il ne s'agit pas de vendre ou conseiller spécifiquement les investisseurs sur l'achat d'une action ou d'un fonds en particulier. Il s'agit de comprendre comment aborder l'investissement et tirer parti de ce qui se passe sur le marché grâce à un bon plan financier, en obtenant les bons conseils, puis de gérer les marges de manœuvre pour ajouter un peu de valeur ici et là, tout en restant globalement sur la bonne voie par rapport à votre plan global. C'est, je pense, ce en quoi nous croyons tous les deux, ainsi que l'avantage que vous pouvez tirer en engageant un gestionnaire de placement professionnel pour le faire. Et nous disons cela dans le contexte des portefeuilles Select, car si vous pensez à ce programme qui est aujourd'hui le plus important de ce type au Canada, vous disposez de 5 niveaux de risque différents qu'un investisseur, en fonction de ses échanges avec son conseiller, peut déterminer. Je suis un investisseur équilibré. Il y a un portefeuille équilibré et cela se résume en une seule transaction. Vous voyez donc une seule ligne sur votre relevé lorsque vous investissez dans un portefeuille Select équilibré et vous vous dites, tout ça a l'air assez simple, je le comprends bien. En fait, un jeune homme qui commence tout juste à investir ou une personne plus âgée qui se lance dans l'investissement peut commencer avec 25 dans le portefeuille. Vous vous dites, ça doit être un portefeuille pour tout le monde. Ce n'est pas très excitant. Comment ça peut-il être intéressant? Mais encore une fois, quand on rassemble quelques centaines de milliards de dollars, et qu'on les confie à une équipe de gestionnaires de placement exceptionnelle, cela devient sans doute le produit d'investissement le plus sophistiqué disponible sur le marché. Il connaît un immense succès et ensuite il faut réfléchir à la manière de continuer
à évoluer pour s'assurer qu'il reste à la pointe de ce qui existe, que ce soit pour un investisseur avec 25 ou pour un investisseur avec 25 millions de dollars. Oui, tout à fait. Et la régularité des performances est vraiment primordiale. Quand les gens se lancent dans un plan financier, l'erreur numéro un que nous ne voulons pas faire, c'est un écart énorme par rapport à leurs attentes. Pour faire une simple analogie, c'est comme si vous regardiez un frappeur de baseball qui se fait retirer 9 fois sur 10, mais qui, à la 10e fois, frappe un grand chelem. Les gens disent T'as vu le coup de circuit? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai arrêté d'aller au match parce que ce gars-là se faisait retirer tout le temps. Mais bon, si vous le dites, j'irai voir demain. Et puis, il commence à se faire retirer. Pendant 3 ou 4 matchs, il va continuer à se faire retirer. Ce n'est donc pas le genre de régularité qui permet aux gens de s'en tenir à leur plan financier. Quand on met en place un plan financier et qu'on parle d'essayer de doubler son argent tous les 7 à 10 ans, le dernier doublement est le plus important. C'est là que tout l'argent rentre. Et donc, chez Select, nous disposons de tous ces leviers sur lesquels nous pouvons agir. Sur des marchés importants et solides comme ceux que nous avons connus, on essaie d'apporter de la valeur ajoutée, mais c'est plus difficile car les choses sont vraiment très dynamiques en ce moment. Elles sont assez solides. Mais c'est pendant les périodes plus difficiles que ces leviers entrent vraiment en jeu. J'avais l'habitude de plaisanter avec Dan, un point de base par jour éloigne Dan pour toujours. C'était ma devise quand j'étais gestionnaire de fonds. Les gens trouvaient ça bien drôle, mais au final, cela fait 250 points de base par an. Ça s'accumule d'une manière presque imperceptible au quotidien pour n'importe qui. Mais si on s'y tenait et qu'on investissait ainsi sur une longue période, ça finirait par porter ses fruits. Donc, quand je regarde au sein de Select, on a la possibilité d'avoir des fonds alternatifs où on dispose désormais d'actifs d'infrastructure qui offrent une très bonne couverture contre l'inflation. Ainsi, si le marché obligataire s'inquiète de l'inflation pendant un certain temps, nous savons que nous récupérerons une partie de cette perte grâce à nos infrastructures. Nous disposons de portefeuilles à rendement total et de portefeuilles long cours que nous combinons avec de bons du trésor pour créer un autre type de rendement revenu fixe. Tout ça pour dire qu'il existe toute une liste d'outils disponibles au-delà de la simple composition de l'actif. Et c'est ce qui m'enthousiasme dans l'ensemble de la plateforme. Oui, grâce à l'envergure du programme, vous disposez des ressources nécessaires pour continuer à investir. Pour réussir en tant que gestionnaire d'actifs, vous devez adopter une approche solide, les 7 principes que vous avez énoncés, et vous y tenir au fil du temps. Mais vous devez toujours veiller à apporter de légères modifications. Comme vous le dites, de petites améliorations régulières finissent par se transformer en gains importants au fil du temps. Et vous devez vous assurer de continuer à évoluer pour que cette offre clé soit la meilleure possible à tout moment. Oui, tout à fait. La protection contre l'inflation est un aspect très important pour les investisseurs sélects. Pour ceux qui vivent en Ontario, nous détenons une part de l'autoroute 407. Chaque fois que quelqu'un se plaint de la 407, je leur dis que moi, je ne m'en plains pas, car même si je n'aime pas payer les péages, je récupère cet argent dans mon portefeuille. Tout finit par s'équilibrer. Et je pense que c'est en fait une bonne analogie pour beaucoup de choses en ce qui concerne les portefeuilles Select. Les gens me disent que les bleuets sont passés de 3 $ à 6 $. Je réponds que c'est justement pour ça que nous détenons l'Obla. Nous sommes dans un contexte où le marché obligataire a connu 2 années difficiles. En fait, il n'a pas connu une mauvaise année, mais il a connu une année un peu plus difficile lorsque les anticipations d'inflation ont été réajustées. Et nous avons traversé cette période où pendant 10 ans, les banques centrales ont essayé de faire remonter l'inflation à 2%. Aujourd'hui, elles essaient de la faire descendre à 2%. Et cela va être plus difficile pour diverses raisons. Le marché obligataire s'est donc réajusté et Dagmara vous en dira plus à ce sujet. Mais les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur le marché moins l'inflation,
sont revenus à leur moyenne à long terme. Et si l'on effectue une analyse de scénario, on constate que le marché obligataire se porte plutôt bien. Il a subi un ajustement assez important. Et du côté des actions, les valorisations sont globalement élevées. Elles ne le sont pas autant à tous les niveaux d'activité, mais si l'inflation se maintient entre 2 et 3 ce qui, d'une manière générale, correspond, selon nous, à ce que le marché obligataire a déjà intégré dans ses cours, cela constituera un facteur favorable au flux de bénéfices de nombreuses entreprises. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais si vous avez simplement conservé des liquidités, que ce soit sur 10 ou 15 ans, pour des raisons de sécurité, le montant en dollars sur votre compte n'a pas évolué, mais le pouvoir d'achat de ces liquidités n'est plus aussi élevé qu'auparavant. Donc, ce que vous vous demandez, puis-je préserver et faire fructifier le pouvoir d'achat de mon argent au fil du temps? Et cela nous ramène vraiment à ces trois points de discussion. Car nous savons que la plupart des gens ont une capacité à assumer un certain risque, un certain niveau de risque, mais qu'ils n'en ont pas la volonté à cause de ce qu'ils lisent chaque jour dans les journaux. Ils font en quelque sorte l'inverse. Lorsqu'ils finissent par prendre la décision, ils s'engagent pour 12 ans, mais remettent cette décision au lendemain jusqu'à ce qu'elle soit prise. Et la façon évidente de surmonter cela est la méthode des placements échelonnés, un de mes systèmes préférés. Oui, d'habitude, on garde ça pour la fin, c'est tout. Vous avez vendu la mèche, mais on y reviendra. On a parlé de votre arrivée en tant que nouveau chef mondial des placements, des éléments que vous regardez, votre réflexion sur l'équipe, de certains des portefeuilles principaux. Mais je pense que ce groupe veut aussi entendre nos réflexions sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. À ce moment même, je pense que le prix du pétrole est redescendu à un peu plus de 90 $ le baril, ce qui est assez incroyable par rapport à ce qu'il était il y a à peine une semaine. Je crois qu'il avoisinait les 110 $ le baril. Les marchés ont de nouveau atteint des sommets historiques. Les rendements sont restés remarquablement stables depuis le début de ce conflit, le 28 février. Comment évaluez-vous les marchés boursiers et obligataires en termes d'investissement à envisager et à surveiller? Et sur quoi votre équipe se concentre-t-elle actuellement? Oui, ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir à long terme. Nous allons probablement aborder l'inflation d'une manière différente de celle dont nous l'avons fait par le passé. Il y a des forces importantes qui s'opposent. D'un côté, à court terme, on observe une hausse des prix de l'énergie qui doit se répercuter sur l'ensemble du système, mais il n'y a pas vraiment de pression sur les salaires. La pression sur les salaires est un sujet qui serait bien plus préoccupant en matière d'inflation. On assiste à une réindustrialisation de nombreux secteurs à travers le monde. Cela va être positif pour un grand nombre d'entreprises. Cela va créer une certaine tension sur le front de l'inflation, car la demande en matières premières et en toutes sortes de produits va augmenter. En contrepartie, on a les gains de productivité qui découleront de l'intelligence artificielle et qui auront donc un effet modérateur sur l'inflation. Ensuite, on a l'augmentation des déficits publics, ce qui vient s'ajouter à cela. Mais il y a aussi l'ampleur des stocks publics et l'ampleur de la dette, de sorte que dès que les taux d'intérêt sont trop élevés, cela freine le fonctionnement des flux de trésorerie des particuliers. Il y aura donc beaucoup de débats à ce sujet et nous devrions nous y habituer, puis simplement dire que nous allons continuer à en débattre. Et c'est déjà le cas. Sur le marché des actions, le consommateur ne va probablement pas jouer le même rôle moteur qu'il a historiquement joué dans la création de bénéfices. L'économie présente une courbe en K, où la richesse s'est concentrée entre les mains d'une poignée d'individus. Du coup, au bas de l'échelle, c'est plus difficile. Aujourd'hui, Whirlpool a déclaré que le contexte était vraiment difficile pour vendre des réfrigérateurs et des lave-vaisselle. McDonald's a déclaré que le contexte était difficile. Le consommateur représente donc une part importante de l'économie, mais pas autant du marché boursier.
C'est comme l'année dernière où nous aurions parlé du commerce dans l'économie canadienne et la réponse aurait été, eh bien, le commerce n'est pas une composante aussi importante du marché boursier canadien qu'il ne l'est de l'économie canadienne. Le consommateur a donc peu de chances d'être le moteur déterminant qu'il a été par le passé. Cela dit, les secteurs où se trouve la valeur sur le marché boursier ont tendance à être liés à certains de ces facteurs. Nous ne les écartons pas d'emblée. Le logement et d'autres secteurs similaires sont bien sûr en difficulté aux États-Unis. Les secteurs les plus performants sont les valeurs industrielles et les entreprises technologiques, car on observe non seulement d'énormes investissements en capital liés à l'intelligence artificielle et à son développement, mais aussi une demande énergétique constante, qu'il s'agisse de nouvelles énergies pour l'intelligence artificielle, de la décarbonisation du réseau énergétique ou de son extension. Les pays se remilitarisent. L'engagement pris par beaucoup d'atteindre 2% du PIB, ce sont là des tendances majeures. Même si l'on observe la situation jusqu'à présent, les sources de revenus qui en ont bénéficié sont manifestement la technologie, les entreprises industrielles, puis, un secteur dont on parle souvent moins, nous en parlons parce que beaucoup de gens ont la Banque royale dans le portefeuille, mais le contexte dont nous parlons en matière d'inflation et de taux d'intérêt a été plus favorable aux actions bancaires. Car lorsque la courbe des taux présente une pente légèrement positive, on obtient ce qu'on appelle une marge d'intérêt nette plus élevée. La moitié des revenus de la banque provient de la marge d'intérêt nette et lorsqu'elle augmente, cela n'entraîne aucune dépense. Cela a donc été très bénéfique. Ainsi, au sein du marché, même si d'un point de vue purement évaluatif, on pourrait avoir des inquiétudes, et lorsque nous réfléchissons à notre appétit pour le risque, sur une échelle de 0 à 5, correspondrait à l'ampleur de la surpondération que nous pourrions avoir en action. Actuellement, nous en sommes à 1, et évidemment, ce chiffre serait plus bas si vous étiez inquiet à leur sujet. La raison pour laquelle nous n'en sommes qu'à 1 est que la valorisation, qui n'a pas été un excellent outil de synchronisation, est un peu tendue. Mais l'autre aspect qui a été vraiment positif est le rythme de croissance des bénéfices. Et les revenus ont été solides. Le retour à un peu d'inflation aide. On parle d'une croissance du PIB d'environ 2%, mais pour la croissance nominale du PIB, il faut ajouter l'inflation. Ainsi, le contexte des revenus pour l'ensemble du marché a été de 5 à 6. On bénéficie d'un certain effet de levier opérationnel, ce qui est très favorable aux bénéfices. Et dans les secteurs où nous constatons une augmentation des revenus, lorsque vous vendez 1 dollar supplémentaire de semi-conducteurs, la marge est souvent de 50. Lorsque vous gagnez 1 dollar supplémentaire de marge d'intérêt net, la marge est très élevée. Une marge d'intérêt net élevée, donc. Mais dans le secteur industriel, lorsque vous vendez davantage de fixations, et ce genre de produits, les marges ont tendance à être très élevées. Les bénéfices du SCP ont été solides, mais cela s'est fait grâce à l'élargissement des marges, ce qui est un sujet de discussion au sein de l'équipe sur lequel nous nous concentrons toujours. L'autre élément qui est apparu, c'est qu'après une période de 10 ans, le marché boursier américain a pratiquement doublé par rapport à ses homologues mondiaux. Tout planificateur financier connaît la règle de 72. Si vous avez doublé en 10 ans, cela signifie que vous surperformez d'environ 700 points de base. Un tiers de cette performance est due au renforcement du dollar américain, un tiers est dû à la hausse des valorisations par rapport aux autres marchés et un tiers est dû à la croissance des bénéfices. Les deux premiers facteurs, selon nous, ont peu de chances de se reproduire. Le dollar américain ne vous apportera pas beaucoup plus de force. Cela ne signifie pas qu'il pourrait s'affaiblir, mais même s'il ne s'affaiblit pas, il n'apportera tout simplement pas la même contribution. Il en va de même pour les valorisations. On commence à observer certaines améliorations sur des marchés comme le Japon et les marchés émergents. Il y a donc beaucoup de facteurs différents à prendre en compte sous la surface. Et puis, quand on dresse la liste des inquiétudes, comme en ce moment les banques centrales sont en pause, mais si les inquiétudes s'intensifient, elles disposent d'une certaine marge de manœuvre pour assouplir leur politique et relancer l'économie. Quant à la politique budgétaire, elle ne deviendra peut-être pas plus accommodante aux États-Unis, elle y a peut-être atteint son apogée, mais dans le reste du monde, elle commence à s'améliorer. Alors, voilà donc quelques-uns des facteurs compensatoires qui entrent en jeu. Oui, je pense que les résultats financiers sont particulièrement révélateurs
Et ce qui était intéressant, si l'on examine les premières phases de cette guerre en Iran et si l'on observait l'évolution quasi quotidienne, on pouvait prédire ce qui allait se passer sur le marché boursier en fonction de l'évolution du prix du pétrole. Si le prix du pétrole augmentait un jour donné, le marché boursier était probablement en baisse. Mais ensuite, tout à coup, nous entrons dans une phase cruciale de la saison des résultats, c'est-à-dire vers la fin avril et maintenant début mai. Et à mesure que les rapports de résultats s'enchaînent, tous très solides, le marché boursier commence à évoluer de manière presque indépendante des fluctuations quotidiennes du pétrole. Car ce qui compte, ce qui est fondamental pour les actions sur le long terme, c'est la croissance des bénéfices. Et la croissance des bénéfices, sa vigueur, et même si l'on se projette dans l'avenir, il semble que nous soyons dans une période vraiment idéale pour la croissance des bénéfices. C'est effectivement une bonne période, en tout cas sur le plan des bénéfices. Je pense qu'au sein des portefeuilles, pour revenir à la façon dont vous interprétez le marché, le signal envoyé concerne le secteur des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs génèrent des marges très élevées pour chaque dollar de chiffre d'affaires, mais cela s'explique par le fait qu'ils ont toujours été cycliques. Et actuellement, le marché ne les traite pas vraiment comme des produits cycliques. C'est donc un secteur sur lequel nous devons nous pencher avec un peu de prudence. Mais cela implique que si le chiffre d'affaires des semi-conducteurs reste solide, cela signifie que les entreprises qui les utilisent gagnent beaucoup d'argent et c'est peut-être là qu'il y a davantage d'opportunités à explorer dans les portefeuilles. Il faut donc toujours réfléchir à la chaîne des acteurs qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Comment cela est-il pris en compte? Si c'est vrai, alors il y a toute une série d'autres éléments qui doivent probablement l'être aussi. Ainsi, les hyperscalers comme Google et Amazon, les services web, ce genre de choses, ont vu leur marge sur la fourniture de services de données s'élargir au cours de leur dernier trimestre. C'est donc une confirmation qui suggère que l'investissement dans les semi-conducteurs est peut-être en train de porter ses fruits. Nous avons connu une correction de 10% cette année, ce qui est assez normal. Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, d'autres corrections vont avoir lieu. À mon avis, nous débattrons probablement une fois par année au cours des 2 prochaines années. C'est la question de savoir s'il y a trop ou trop peu de puissance de calcul. Il y a 3 ou 4 mois, personne ne savait ce qu'était un jeton. Aujourd'hui, si l'on n'utilise pas quotidiennement des jetons, c'est comme si l'on n'existe pas. Il y a eu cette anecdote à propos d'un ingénieur chez Meta. On évaluait ses performances en fonction du nombre de jetons qu'il utilisait. Il a donc créé un programme pour utiliser des jetons juste pour obtenir une bonne évaluation. Il y aurait donc toutes sortes de questions qui se poseront. La puissance de calcul est-elle trop élevée, trop faible? Quels seront les objectifs? Les modèles vont continuer à progresser, ils deviendront plus efficaces. Ce sera un sujet de discussion récurrent sur lequel nous devrons nous pencher. Oui, encore une fois, lorsque certains segments du marché ou le marché dans son ensemble affichent des valorisations élevées, cela signifie que vous allez connaître un peu plus de volatilité. Ce n'est pas une surprise. Mais je pense qu'il y a 2 points importants dans ce que vous venez de dire. Le premier est l'idée que, d'accord, nous avons donc ce secteur du marché, et c'est vraiment un secteur qui est en tête depuis un certain temps déjà, et qui devient très cher, mais il est cher parce que la technologie est nouvelle, elle est censée avoir de la valeur. Et ensuite, on commence à voir des preuves dans d'autres secteurs de l'économie qu'elle est utilisée. Elle est précieuse pour améliorer l'efficacité, la productivité et par conséquent les résultats financiers. Donc, même si ce secteur est surévalué et que cela pose certains problèmes, il existe un secteur beaucoup plus large du marché où vous avez la possibilité de positionner votre portefeuille pour en tirer parti. Oui, la façon dont ces performances s'enchaînent au fil du temps ressemble un peu à une symphonie. C'est comme si on avait d'abord les hautbois, puis le trombone, ensuite le tuba, et ainsi de suite. Les différents secteurs ont tendance à prendre le relais, puis à se faire discrets pendant un certain temps, avant qu'un nouveau secteur ne prenne le dessus. Beaucoup de personnes dans cette salle détiennent des actions de banques canadiennes depuis longtemps, mais arrive souvent qu'elles n'en tirent rien pendant 2 ou 3 ans, puis la quatrième année, elles obtiennent en quelque sorte 4 ans de performance en une seule année. Ainsi, sur le marché actuel, les banques sont solides, certaines compagnies d'assurance IARD ont été assez faibles, il y a toujours des secteurs qui évoluent puis se calment pendant un certain temps avant de connaître une nouvelle évolution.
par la suite. Et au sein d'un portefeuille diversifié, il y a toujours un secteur qui tire le portefeuille vers le haut. Nous avons actuellement des Canadiens qui détiennent des records historiques en termes de liquidité, en attente, en dehors des marchés. Et c'est une belle conclusion d'ailleurs, Stu. Je vous prépare le terrain. Ces conseillers travaillent avec leurs clients tous les jours. Ils connaissent la valeur d'un investissement à long terme pour la croissance. Mais les gens hésitent à s'engager. Ils se disent que le marché boursier est à un niveau record. Ils ont peur d'une correction. Il se passe plein de choses dans le monde. Mais il existe un moyen pour les investisseurs d'entrer sur le marché tout en se protégeant en cas de baisse à court terme ou s'ils sont inquiets du fait qu'ils soient à un niveau record, tout en leur permettant d'investir de nouveaux fonds, et c'est tout simplement une excellente approche. Je crois que vous en avez peut-être déjà parlé plus tôt. Eh bien, l'une de mes citations préférées de Mike Higgins est C'est plutôt bien si vous aimez la perfection. Une excellente phrase, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de perfection en matière de placement en bourse. Il ne fait aucun doute que le marché boursier est là pour influencer votre mentalité si vous décidez de tout investir en une seule journée. Donc, la méthode que je trouve très efficace par rapport à votre plan financier consiste simplement à investir par tranches plus régulières. Et si vous investissez et que le cours continue de monter, vous vous sentez bien d'avoir investi, d'avoir agi, ce qui facilite ensuite la prochaine étape. Et si vous investissez et que le cours baisse, vous avez toujours la prochaine étape. Ainsi, vous n'avez pas l'angoisse mentale d'essayer de tout régler d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle les placements échelonnés. Voilà, et nous aimons ça, n'est-ce pas? Et je sais que beaucoup d'entre vous veillent à ce que vos clients entrent sur le marché et en profitent. Les 3 dernières années du marché boursier, selon moi, ont été les meilleures que j'ai connues de toute ma vie. La hausse a été tout simplement phénoménale et il est important que les gens en profitent. C'est une bonne chose que la plupart de vos clients le fassent. Je vous en remercie. Stu, félicitations pour votre nouveau poste. Vous avez une paire de chaussures élégantes. On dirait que vous avez aussi un nouveau costume. Les choses vont bien pour Stu et pour ceux qui investissent avec lui. Oui, maintenant je veux faire un tour en Maserati. Oui, je sais. Pourquoi ne pas demander à Georges de nous aider? On en reparlera plus tard. Je vous arrange ça, Stu. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci, Stu. Super. Merci beaucoup, Dave. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi, ainsi que des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.